va créer l'utilisateur. Maintenant qu'on a fait le plus dur, hein, vous vous doutez bien que le reste de la cyberattaque, ça va être facile. C'est de l'humour. Ouais, je lui ai demandé de générer, d'accord, et d'updater. Voilà. Donc on arrive sur la mire de connexion. On a nos dashboards. On a nos auditeurs qui vont permettre de récupérer les callbacks. Hein, on peut aller dans profil, voir différents profils, se crafter également des profils. Hein, c'est-à-dire on va pouvoir créer via les malléables C2, on peut modifier nos auditeurs si jamais vous voulez développer des solutions en interne. Au niveau de nos launchers, on va voir ça par la suite. Hein, très important, je vais développer. Nos grunts, c'est nos agents. Donc les agents, on les déploie sur le terrain et via le callback et nos listeners, ils vont pouvoir communiquer avec le serveur de Command and Control. Donc on a nos grunts, on a nos templates, hein, je vais développer les tâches, les taskings, le graph. Donc là on va pouvoir voir ensuite les nœuds, hein, les machines qu'on aura piratées, base de données pour récupérer le loot, hein, là en l'occurrence les mots de passe, les haches, les tickets quand on s'attaquera du Kerberos, du NT, NTLM, etc. etc. Hein, les screenshots, les utilisateurs, là il n'y a que moi, d'accord, mais vous pouvez créer ici naturellement de nouveaux comptes pour vos collègues. Alors je vais passer en dark mode parce que moi je suis en dark mode, j'aime bien ça le dark mode. Alors ce qu'il faut comprendre, donc encore une fois, je vous mettrai 2 vidéos qui sont assez longues, qui vous expliquent, hein, le fonctionnement en profondeur. Après, il n'y a rien de mieux que de l'utiliser. Hein, et puis allez voir, poser des questions, vous avez différents sites. Donc on va couvrir les bases du fonctionnement et de la création, hein, d'un listener, d'un auditeur avec Covenant. Ça sera utile plus tard puisqu'on va taper les box Windows et vous allez voir qu'on va déployer nos grogneurs, hein, ce qu'on appelle un grunt. Plus sérieusement, c'est nos agents, je vous le disais. Donc il y a 4 étapes principales. On va faire très simple. Tout d'abord, il nous faut créer notre listener. Hein, vous voyez que c'est séquentiel. On va créer notre listener. Il va falloir ensuite générer un launcher, un stager, d'accord. Ensuite, il va falloir déployer nos grunts, nos agents. 3e étape. Et ensuite, l'utiliser. Hein, qui utilise le grunt, c'est via le task et le tasking. Je vais pouvoir lui demander, hein, d'aller faire des appels via justement le dot, hein, puisque c'est le langage de programmation, vous le savez, qui est utilisé sous Windows, dans des écosystèmes Windows. On va pouvoir faire des appels système, on va pouvoir faire des appels vers les commandlets PowerShell, hein, tout simplement. Toutes les étapes de l'opération peuvent être effectuées à l'aide d'autres outils. Hein, vous avez MSF Venom, vous pouvez utiliser Netcat, vous pouvez utiliser Metasploit. Cependant, Covenant vous donne le moyen de tout regrouper sur une seule plateforme. D'accord? Donc je vous ai déjà montré Netcat, Metasploit et tout ça, MSF Venom. Là, on va tout faire à partir, vous l'avez compris, de notre serveur de Command and Control. Pourquoi on utilise ainsi tout? Pour faciliter la gestion et avoir des opérations dites collaboratives. Hein. Vous allez travailler plusieurs pentesters sur le même serveur, team server. Ça a plusieurs noms. Vous savez que sur Armitage, sur Cobaltstrike, on parle de team server. On parle de team server également sur Brutel, Brutratel C4. Bref, Covenant, voilà, c'est un serveur de command and control. On a plein de fonctionnalités. Alors, on va couvrir les bases, hein, de l'exploitation de Covenant. C'est pour ça que je vous redirige. Je vous ai mis dans la précédente vidéo les posts de SpectreOps. Hein. On a la conférence SOCON, Operating with Covenant, hein, donc opérer avec Covenant, littéralement, de Ryan Cobb et de Justin Buoy. Alors, la première étape, je vous le disais, ça va être de créer nos auditeurs. Les auditeurs, ils sont construits à partir de profils. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez penser tout simplement à des profils qui vont permettre d'interagir. Un peu comme le ferait quoi, des requêtes de votre navigateur vers des pages en HTTP. D'accord? En fait, c'est ce qui va permettre de servir de canal de communication bidirectionnaire qui va générer le trafic C2 entre nos agents, les grunts, et notre serveur de command and control que vous avez sous les yeux qui tourne sur notre machine sur le port 7443. D'accord? Alors, allons voir un petit peu les listeners. Alors, ce qu'il faut retenir, on a tout d'abord le custom profile, le défaut profile, le custom, le TCP. Je vais commencer par le custom. Profil personnalisé ne nécessite aucun cookie. D'accord? Ensuite, on a par défaut
c'est le profil par défaut pour faire un bridge, pour faire un pont C2, comme on l'appelle. D'accord? Vous le voyez ici. Ensuite, on a un profil HTTP, d'accord? Par défaut, c'est celui que vous voyez là, tout en haut. Et enfin, on a un profil TCP par défaut pour le bridge C2. Il est ici. D'accord? Donc vous voyez qu'il y en a deux qui sont en HTTP et deux autres qui sont en mode pontage. D'accord? On va faire un pont qui va permettre de relier les communications. Vous l'avez compris. Je n'ai rien d'autre. Hein? Mais après, tu peux t'amuser toi-même à faire des transforms, à créer des choses. Hein? Vous voyez que là, on va interagir sur quoi? Sur des requêtes et des réponses en HTTP. Puisqu'on utilise le protocole, je suis quoi? Je suis en train de créer un profil HTTP. Si je passe en bridge, tu vois que là, cette fois-ci, on va travailler sur des données en brut. D'accord? On a le code qui va gérer le bridge, notre montage, et vous voyez que vous pouvez tout à fait après coder vos propres solutions. C'est du C#, d'accord? Et voilà, on va bosser là-dessus. Si je reviens là-dessus, sur le HTTP, très simple, le nom, nom du profil à utiliser dans toute l'interface. Notre description, vous allez lui donner la description du profil et de ses cas d'utilisation. Essayez de respecter une nomenclature, essayez d'être concis et précis pour que n'importe quel de vos collègues qui va utiliser le profil soit à même, avec la description, de comprendre quel est son motif, pourquoi il est là, pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il fait concrètement. D'accord? Ensuite, on a le message transform que vous avez là. Les message transform, ça va permettre de spécifier en fait comment les données sont transformées avant d'être placées dans d'autres paramètres. Ensuite, on a HTTP URL qui doit être quelque part. Voilà, juste ici, pardon. Donc là, c'est la liste des URL que le grunt peut rappeler. Vous savez qu'on a pour habitude de se créer des noms de domaine qui vont nous permettre d'interfacer notre serveur de command and control et les agents qui sont déployés lors de nos audits, de nos pentests, de nos campagnes de red teaming. Ensuite, on a le HTTP request header, d'accord? Donc là, c'est l'entête au niveau de la requête. En HTTP, grosso modo, c'est des listes de paires d'entêtes. On parle de non-valeurs, d'accord? Donc, il y aura toujours ça qui sera envoyé avec chaque requête HTTP. Ensuite, comme on a les requests, on a les response, HTTP response header que vous avez ici. Tout simplement, encore une fois, non-valeurs qui vont être envoyées avec chaque réponse HTTP. Vous voyez qu'on peut modifier, comme le user agent, on va pouvoir simuler. Là, en l'occurrence, on se fait passer pour un serveur Microsoft 2IS, un serveur web Windows en version 7.5. Ensuite, on a le format des données. Lorsqu'un agent, un grunt, publie les données sur le profil, c'est notre HTTP post request. Là, avec notre data, pour l'instant, il n'y a rien. On a le get response. Là, vous l'avez compris, c'est lorsque le grunt va faire un get, d'accord? Il envoie des données en fait à l'écouteur. C'est ce qui va permettre la communication. Et qui dit get, il y a également post pour envoyer les données à l'écouteur. Donc on voit que le grunt en HTTP il fonctionne comment? Via du get et via du post. D'accord? Mais bon, c'est deux méthodes, c'est deux verbes, comme on dit. Pour le protocole HTTP, je vous en avais déjà parlé, qu'on utilise constamment. Typiquement, get va me récupérer une ressource sur un serveur distant. Post, j'aimerais me connecter. Alors, soit récupérer des données, mais aussi envoyer des données pour, post, envoyer des données, get, récupérer des données, post pour me connecter par exemple à une mire de connexion. Vous le faites tous les jours, d'accord? C'est du post. Donc je développerai au niveau des profils. C'est une introduction. Dans les prochaines vidéos, on verra l'édition de profils personnalisés. Donc une fois qu'on a décidé typiquement quel profil on souhaite utiliser, on va pouvoir commencer à créer notre listener. D'accord? Donc, j'utiliserai les termes anglais. Vous m'excuserez, listener, écouteur. Donc, je vous recommande d'utiliser pour commencer un défaut HTTP profile. Et puis ensuite, on va modifier. Et ça va permettre de faire de l'évasion au niveau du réseau, au niveau de l'antivirus. D'accord? Donc, pour créer un écouteur, un listener, vous avez vu qu'on a quoi? On va dans l'onglet listener. On ne peut plus simple sur le menu latéral et j'ai fait create. D'accord? À partir de là, on vient de créer.
je suis en HTTP, on voit le nom et on voit que c'est peuplé, hein, tous les champs, ils sont peuplés de façon automatique. Alors, le nom, bah, essayez de trouver quelque chose qui vous parle, hein, d'accord? Pour Donc on voit que l'écoute se fera en local, sur le localhost, hein, 0000. Là en l'occurrence on utilise le 80, mais on pourrait utiliser le 80-80, le 888, ce que vous voulez, hein, peu importe. Le connect port, ce qu'il faut bien comprendre, le connect port ici, c'est grâce à Sport qu'on va pouvoir rappeler. D'accord? L'écouteur de port local, lui, c'est ce qui va permettre la liaison. D'accord? Bind et reverse. On est toujours sur cette logique. Et c'est problématique. Ensuite, connect adresse, ça va être les adresses auxquelles notre auditeur doit rappeler, ou ça peut être un nom, hein, via une URL, un nom de domaine, peu importe, hein, ce qu'on appelle le hostname portion. Ça va permettre le callback. Ensuite, il nous faut, c'est pareil, des URL et le connect adresse. L'URL, grosso modo, c'est le grunt, hein, qui va permettre le callback. Et c'est à cette adresse qui sera connectée, d'accord? Donc on lui dit, en gros, tu vas aller sur la première machine, d'accord? Et là, tu vois que j'interface avec le 7443. Le 80 va permettre, vu que c'est du HTTP, de pouvoir se connecter au serveur de command and control. D'accord? Et en toute logique, on a notre serveur de command and control qui tourne sur notre local host. D'accord? Ensuite, on a des certificats pour notre auditeur, hein. Si jamais on passe le SSL en dessous, il faudra générer des certificats. Hein, je ne sais pas si je peux reprendre par exemple un certificat. Alors le SSL, ça serait bien, hein, puisqu'on a vu qu'on va pouvoir chiffrer nos données et contourner en partie les systèmes de défense. Donc je peux que vous encourager à tout le temps utiliser ça, d'accord? J'ai mon shell cert et j'ai mon shell pem. Je me rappelle plus des deux. Je crois que c'est celui-là. Voilà, que je vais réutiliser, d'accord? Alors pareil, donnez-lui un password, hein. Là, vous voyez qu'il vous le met par défaut. Alors, je sais pas, je peux plus interagir. Qu'est-ce qui me... C'est bon, je peux interagir ou non? Non, il nous le met par défaut. Je sais pas pourquoi. Et donc là, il nous le met par défaut. Retenez ce mot de passe, hein, puisque ça va permettre de chiffrer, déchiffrer les communications. Et tout en bas, vous avez, vous le voyez, default HTTP profile. C'est tout simplement là, en l'occurrence, on a choisi ce profil qui va être utilisé par le listener et le grunt. Les deux doivent utiliser le même pour pouvoir communiquer. C'est ce qui va déterminer le comportement de la communication. Donc là, on voit que je l'ai créé. On voit que le listener est bien lancé, hein, c'est celui qui est notifié là, au niveau de notre nomenclature. Et on voit qu'à 18h39 et 35 secondes, on a lancé notre auditeur. Il est effectif, il écoute les communications sur le local host. Et dès que, via le 80, il y aura une communication, un callback de notre agent, il va automatiquement venir se connecter. Donc maintenant qu'on a, vous l'avez compris, notre listener, il va falloir créer un lanceur, un launcher, hein, pour déployer notre grunt. Encore une fois, ça va être utile plus tard. On va arriver sur notre machine Windows et on va essayer de déployer notre grunt. Comment on pourrait définir les lanceurs? C'est aussi simple que ça. Ils sont utilisés pour générer, héberger, télécharger des binaires, des scripts, des one-liners pour lancer de nouveaux grunts. D'accord? Vous vous rappelez, en programmation, un one-liner, c'est tout simplement du code source, un snippet, un bout de code qui va être en une ligne, comme son nom l'indique. D'accord? Donc le binary, on va aller voir ça. Je vais dans Launcher. Alors, on commence par le binaire. Il est personnalisé pour lancer un grunt et ne repose pas sur un binaire système. Très important. Ensuite, shellcode. Hein, dans ceux qu'on utilise les plus souvent, ça va convertir le binaire en shellcode à l'aide de Donut. Alors Donut, c'est un autre outil. Vous avez vu qu'il a installé plein de dépendances. Et Donut, grosso modo, c'est du code indépendamment de la position, hein, qu'on appelle independent position en bas niveau, hein, et ça va nous permettre de faire des exécutions in memory, hein, donc directement en mémoire via du VBA script, via du JavaScript, de l'exé,
hein, des DLL, du .NET. Et là, vous voyez qu'on va utiliser du .NET techniquement. Après, Donut nous permet de faire autre chose, hein. Il vient s'accoupler, si vous me permettez l'expression, avec Covenant. Donc, ça va nous permettre d'avoir du stage, hein, via un serveur HTTP. C'est exactement ce que fait Covenant, un serveur C2. C'est un serveur HTTP et il va communiquer avec les agents, vous l'avez bien compris, ou on peut se servir du loader, hein, Donut, directement à partir de l'exécutable. D'accord? Donc, on peut utiliser pareil des systèmes de chiffrement, hein, c'est ce qu'on appelle un chiffrement Chasqui block, donc c'est en 128 bits aléatoire et ça va nous générer une clé de chiffrement qui va permettre d'offusquer notre charge utile. Le fichier va être chargé directement en mémoire, c'est ce qu'on appelle du in-memory execution et on va essayer tout simplement de contourner les scanners, hein, qui vont scanner la mémoire. Le but, c'est l'offuscation par le chiffrement et si c'est fonctionnel, on a notre générateur qui aura chargé et le loader qui va nous permettre de faire pas mal d'opérations. Donc on a des compressions, hein, des algos de compression, on a du le plus connu quoi, LZ NT1, du Express Huffman, du RTL Compressed Buffer. Tout ça c'est des algos utilisés, hein, Huffman, vous le savez, c'est un des mathématiciens. Vous devez connaître le Diffie-Hofmann, justement, hein, qui ont travaillé là-dessus. Donc on va utiliser de l'entropie aléatoire pour hacher les API et générer des chaînes de caractères qui sont pas compréhensibles, qui sont offusquées. À chaque fois, il y aura un chiffrement en 128 bits et ça va nous permettre de patcher l'AMSI. L'AMSI, c'est l'interface, hein, de scan anti-malware de Microsoft qui permet d'interconnecter n'importe quel antivirus. Il y a une couche AMSI qui va permettre de faire communiquer votre antivirus. Je développerai plus tard l'architecture en bas niveau, hein, avec des hooks, des crochets. On va pouvoir faire des appels système et tout ça, c'est via des appels RPC et toutes ces couches, on les interconnecte grâce à des API, des interfaces de programmation applicative. Et on a également ce qu'on appelle le Windows Lockdown Policies, c'est le WLDB, donc le WLDP, pardon. On va pouvoir patcher, hein, nos commandes dans nos binaires, nos exés. On va pouvoir jouer sur nos interfaces de programmation pour éviter la terminaison du processus host. Typiquement, si on a un reverse shell et que nos grunts communiquent, on n'a pas envie que l'antivirus coupe la communication. Vous avez bien compris qu'il essaye de faire son travail. Il voit qu'il y a des choses, une communication qui se fait vers l'extérieur, vers notre serveur de command and control. On va essayer de lui niquer la gueule. D'accord? C'est le principe d'évasion. On commence à faire de la programmation offensive. Alors, on a différents formats de sortie, hein. On a du C, on a du Ruby, on a du Python, on a du PowerShell, on a du Base64, on a du C# et de l'hexadécimal. Donc ça, pareil, hein, je développerai plus tard parce qu'il y a tellement à dire. C'est une grosse partie, hein. Je vais vous montrer les bases. Après, il y a tellement de choses à apprendre. Le CLR, les interfaces de programmation, comment fonctionne l'assembleur, hein, en .NET. Là, on parle de très bas niveau. Comment fonctionne le C, le C++, le C#. Là, on va bosser en C# avec le .NET Core. Et voilà, comment s'interface l'AMSI, le WLDP, tout ça. D'accord, donc je referai plein de vidéos. Là, je vais essayer de terminer le CTF. Je pense qu'il y en a pour 7-8 vidéos encore. Et après, je ferai des cours sur l'évasion, sur comment les bases, hein, on travaille, comment fonctionne en fait le noyau Windows. Et c'est très compliqué. C'est des années d'études pour être à jour, parfaitement bon. Et encore une fois, si je vais vous montrer des techniques qui étaient utilisées vers 2016, 2017, 2018, 2019. Ça sera à vous ensuite de bosser pour trouver les dernières techniques, hein, process hollowing. Je vous avais montré, hein, quelques techniques. Je ressortirai les vieilles vidéos. Je vous les regrouperai. Je vais encore développer. Mais encore une fois, c'est à vous de bosser. Et de deux, ça m'assure que si jamais il y a vraiment des gens mal intentionnés qui veulent juste niquer le bénéf et regarder mes vidéos pour après attaquer des entreprises, ils se feront détecter. Ils n'y arriveront pas à contourner les antivirus. Moi, je sais comment le faire. Mais je vais pas vous montrer des techniques trop violentes parce qu'encore une fois, je vous connais ça. Vous me connaissez pas, c'est comme ça, c'est le jeu. Je vous apprends l'informatique, mais je vous apprends pas à niquer les gens. Moi, c'est pas ma logique.
Donc, on va build tout ça, on va voir, hein, mais c'est donut. Il y aurait beaucoup à dire. Ensuite, on a du PowerShell. Là, je vous apprends rien, hein. Langage de programmation utilisé également via l'écosystème Windows. Et ça va nous permettre, hein, on va faire ce qu'on appelle un system reflection au niveau de l'assembleur et on va pouvoir charger directement des PowerShell en mémoire, hein, et pas laisser en plus, c'est ce qu'on appelle du fileless. On va rien écrire sur le disque, d'accord? Donc j'héberge quoi? J'héberge le PowerShell sur mon serveur de command and control et à distance, je vais le charger en mémoire. Donc vous avez compris que c'est beaucoup plus furtif comme type d'attaque. Ensuite, on a le MS Build, hein, on va utiliser du XML MS Build. Pareil, ça va nous permettre de faire des attaques LOL base, hein, donc on différencie, je généralise, mais on parle d'attaque living off the land. Ça, c'est ce qu'on appelle des LOL bin, mais c'est également LOL base. Parce qu'après, on a développé LOL bin. Avant, on parlait de Linux. Et après, on a développé les LOL base pour Windows. D'accord? Mais elles font partie de la même famille des living off the land. Bin et bash, parce que binary script libraries. D'accord? Voilà. Mais voilà, LOLBin, vous le savez, hein, mais par, comment dire, par abus de langage, les LOLBin, on regroupe les LOLBin, également celles de Windows et celles de Linux, et les LOLBin, c'est les techniques qui permettent de faire du living of the land, d'accord, tout court. Et ça, on appelle ça une attaque LOTL, d'accord, c'est important. LOTL. Et voilà. Et après, on a différencié. D'accord? Mais vous savez qu'on a les GTFO bin et on a les LOL base. Nous, on va se servir que de ça pour attaquer Windows, faire des opérations. Et vous voyez que c'est des tactiques, techniques et procédures qui sont utilisées par les menaces persistantes avancées, qu'on appelle MPA, APT en anglais. Ok? Advanced Persistent Threat. Donc voilà. Tout ça, c'est à connaître, hein, c'est comment détourner les outils de Windows pour pirater Windows, pour hacker Windows. Ensuite, on a install util. Donc là, c'est pareil, hein, on va pouvoir s'en servir pour faire notre méthode, hein, pour déployer nos agents. C'est encore du XML. On a donc du XML pour MS Build. On a également du XML pour install util, un autre type de living of the land. On a du HTA, du SCT, du XSL, du JavaScript. Tout est ici, hein, ils vous le disent. Et tout simplement, c'est pareil. C'est également d'autres attaques. On va pouvoir utiliser WMIC qui est utilisé en entreprise, hein, via le COM et les actives X, les objets ActiveX, et ça malheureusement ça peut être militarisé. C'est une des attaques utilisées, un WMIC, pour essayer de voler sous les radars. Le MSHTA, pareil, très utilisé, je vous avais montré. On détournera la plupart des virus que vous allez vous choper. Ils vont utiliser le reg SRV32, hein, je développerai à quoi ça sert techniquement. Et puis après, on a les deux langages de scripting, hein, techniquement. On a du .NET to JScript, et donc c'est le C-script et le W-script. Hein, c'est les deux là qui sont utilisés, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis tout le temps, utilisez quoi? Hard configurator pour bloquer le C-script, le moteur C-script, le WS-script, et bloquer toutes les lolbin. Si vous avez suivi mes vidéos sur le hardening Windows, en fait on bloque tout ça parce que vous n'êtes pas développeur, vous n'avez pas besoin de développer, et si vous développez, faites-le dans une VM, ne le faites pas sur votre PC, parce qu'à partir du moment où vous installez des quadriciels, des compilateurs, c'est des outils qui vont permettre au hacker, si jamais il arrive à récupérer la main sur votre ordinateur, à crafter et à faire de la post-exploitation. Vous réduisez tout le temps votre surface d'attaque. Je vous déconseille d'installer un Visual Studio Code complet sur votre machine hôte. Coder tout le temps dans une VM, vous compartimentez le réseau, d'accord, pour des raisons de sécurité, parce que je vous disais, un compilateur, toutes ces librairies, on va pouvoir les détourner, hein, et des attaques LOL base, il y en a un paquet, d'accord, elles en font toute partie, tout va dépendre du vecteur d'attaque. D'accord? Donc j'espère que j'ai été assez clair, je reviendrai, hein, sur tous ces détails. Donc il faut comprendre qu'avant chaque lanceur, certains lanceurs vont avoir des options spécifiques, mais ça c'est normal, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le listener, on a
donc c'est l'auditeur avec lequel le grunt va communiquer. On a le template de l'implant. Quand on parle d'implant, c'est un dispositif de mouchard qui va être déployé sur la machine et qui va permettre d'espionner la personne. .NET version, c'est la version .NET qu'on va utiliser en fonction de l'implant, du template, du modèle. Ensuite, on a le délai. Encore une fois, je vous disais, on va jouer sur ce délai et le grunt, notre agent, va dormir entre les rappels, les callbacks vers notre serveur de command and control. Je vais lui dire, tu dors pendant, je sais pas, 30 minutes et après tu renvoies les informations. D'accord? Ça va être le délai pour faciliter de toute façon. Le but, c'est de faire de l'évasion et voler sous les radars, communication furtive. Ensuite, on a le jittering, le jitter pourcentage de variabilité du délai. Pareil, on va introduire de l'entropie pour essayer de simuler le fait que ça soit pas un robot un bot qui est en train de communiquer avec le serveur de Sitou, mais que ça soit une personne lambda. Donc, on va pouvoir, grâce à l'entropie, ajouter de l'aléatoire et faire semblant que c'était comme si quelqu'un se connectait de façon hiératique sur Internet. D'accord? Alors que c'est notre agent, notre grunt. Ok. Ensuite, on a le connect attempt. Pareil, je vais vous montrer un peu. Donc tout ça, c'est là. Le connect attempt, c'est ici le nombre de fois qu'un grunt va tenter de se reconnecter au serveur avant de quitter. D'accord? Et on a le kill date, le grognement. Notre grunt spécifie la date à laquelle il se ferme et cesse de rappeler. D'accord? Donc vous pouvez faire un kill date et en fonction de ça, ça va détruire vos agents. Ils vont s'auto-détruire et ça permet, pareil, d'être fed. Et puis à la fin de votre cyberattaque, vous allez pouvoir, c'est un kill switch, vous allez pouvoir tuer vos agents pour effacer vos traces, tout simplement. D'accord? Et si jamais la partie adverse récupère votre agent, il pourra plus communiquer avec l'adresse. D'accord? Donc, quand bien même si on fait de la rétro-ingénierie, les serveurs de command and control, même s'ils sont encore up et que vous les avez pas défoncés, parce que c'est le premier truc qu'on fait une fois qu'on a terminé une cyberopération, ils pourront pas communiquer. D'accord? Donc, ça complique la tâche de l'équipe bleue. Alors, on va prendre du PowerShell, par exemple. D'accord? Donc pareil, le listener, le grunt, un HTTP, on peut passer par du SMB. Ça peut être plus intéressant. Encore une fois, je vous avais expliqué pourquoi on utilise le HTTP, pourquoi on utilise le SMB. HTTP, généralement, ça va être sur une machine qui a une connexion parfaite vers le serveur de command and control, donc qui est derrière la DMZ, qui communique avec l'extranet, alors que c'est une machine vers l'intranet qui est sur un réseau, un trust domain ou un réseau compartimenté, segmenté. On va utiliser plutôt du SMB. D'accord? Voilà. Le brut, je vous expliquerai plus tard pourquoi on l'utilise. Les certes, voilà, comment on communique, quelle version de .NET on va utiliser. Voilà. Mais si vous savez pas, vous changez juste le nom du listener et à la limite le template, l'implant template. Donc générer, pareil, tu vois, je vais pouvoir lui donner un truc et laisser ça par défaut, par exemple. Paramètre string. Vous pouvez faire generate. Voilà. Et là, vous voyez qu'il vous a généré un launcher. Et là, c'est encodé automatiquement. Et vous avez juste à faire copier-coller avec ces boutons. D'accord? Et vous pouvez, si vous voulez, télécharger. Et là, vous voyez que ça vous a téléchargé notre fichier en PS1. C'est un script PowerShell, on ne peut plus simple. Et vous allez pouvoir, vous l'avez compris, ensuite travailler dessus, l'éditer, faire ce que vous voulez. D'accord? Alors, je suis dans quoi là? Téléchargement. Voilà, il a été offusqué, comme vous pouvez le voir. D'accord? Donc, soit vous faites directement de l'injection avec un copier-coller, soit vous pouvez le télécharger et vous voyez qu'il est pleinement opérationnel. Il attend juste d'être déployé. Si t'as pas compris, soit tu transfères notre grunt sur la machine cible, soit tu exécutes la charge utile via un copier-coller. D'accord? Ou une autre méthode, ça dépend. D'accord? Tout va dépendre en fait du launcher qu'on décide. Là, c'est du PowerShell. Le PowerShell, soit je le mets dans un script, d'accord, qui a été offusqué, soit j'injecte directement dans le shell de la machine dès que j'aurai la main, mon gain d'accès initial sur la machine Windows. Tu l'as bien compris.
Donc on va le voir par la suite. Je vous mets une petite capture d'écran. Mais là, on a un grunt qui s'appelle D5B2C97BE7. Il s'est connecté au serveur avec le nom d'hôte SSRV01. Visiblement, c'est l'administrateur qui l'a exécuté. D'accord. Intégrité haute, ça veut dire qu'il est pleinement fonctionnel. Last check-in, c'est l'heure et la date, l'horodatage où il a communiqué avec le serveur de command and control pour la dernière fois. Le statut, est-ce qu'il est actif ou pas. Et enfin, le template qui est utilisé. Là, on voit qu'il communique notre grunt en HTTP. Alors pareil, vous avez plusieurs onglets, info, interact, task, tasking. Si on va dans task, je vous le montrerai, hein, ça sera dans les prochaines vidéos. Je vais m'arrêter là. Vous voyez que on peut interagir avec notre grunt, notre agent. On a un menu d'interaction et on peut contrôler à distance ce que fait notre agent. C'est le principe du command. On va lui donner des commandes à exécuter et contrôle. On le contrôle à distance. C'est le principe du C2, command and control. Commander et contrôler. D'accord? Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.